Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez Mon Suivi Diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète, ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Benoît, merci d'avoir accepté de faire ce podcast. Alors pour la petite histoire, Benoît et moi on se connaît depuis 1 an et demi je crois maintenant. Oh ouais, presque deux. Presque 2, on va Je fêter pense. nos 2 ans. C'est ça. Je vais dire que Benoît, il a un rôle important pour moi. C'est une des personnes qui m'a permis de me lancer. C'est quelqu'un qui m'a donné confiance. Tout simplement parce que quand j'ai connu Benoît, en fait, il débutait sur les réseaux sociaux et Marion m'avait mis en contact avec. Et en fait, on a échangé, on a collaboré ensemble durant quelques mois. Et voilà, et on a gardé du lien, même quand on a arrêté de travailler ensemble. Il a suivi mes péripéties dans le travail, ce qui était plutôt drôle, parce qu'il passait son temps à me dire « tu vas finir en freelance, tu ne le sais juste pas », ce qui a été le cas. Je crois que tu as des dons finalement de voyance. J'ai un petit côté marabout. Ouais, je crois. Donc voilà, donc pour dire qu'aujourd'hui, j'interviewe non pas que le Benoît qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais aussi un ami. Donc je suis vraiment contente que tu sois là. Et puis bon, je vais faire un peu le truc lambda, même si je pense que beaucoup te connaissent déjà, mais te laisser un peu te présenter, nous raconter aussi ton parcours qui est quand même, moi je le connais, mais qui est quand même atypique. Et voilà, et dire des mots gentils comme tu sais faire. Alors, allez, petite présentation succincte. Benoît, je suis diététicien depuis 4 ans maintenant. Là, on est en octobre, donc voilà. J'aime à dire que depuis 4 ans, mais en ayant passé le BTS diététique 5 fois, je l'ai eu au bout de la 5e fois. C'est un BTS qui a été compliqué pour moi parce que je travaillais en même temps et puis avec lequel mon cerveau n'était pas toujours en accord. Et quand mon cerveau n'est pas en accord avec quelque chose, c'est compliqué. Donc j'ai dû me formater, me conformer. Et je l'ai eu au bout de 5 fois, voilà, j'ai pas lâché, et je pense que j'ai bien fait. Je suis un ancien éducateur spécialisé, j'ai travaillé en protection de l'enfance pendant une quinzaine d'années, voire plus même. J'ai travaillé aussi dans des dispositifs d'accompagnement d'adolescents en grande souffrance psychiatrique et psychique pendant quelques années aussi dans un hôpital du nord de la France. Je suis du nord, hein, voilà, au cas où. Dans un hôpital du nord de la France. Moi je suis du Oui, bah sud. oui. Qui est du sud, ouais, voilà, mais ça s'entend parfois à mon accent. Et donc, cette expérience, j'insiste sur cette petite expérience parce qu'elle a été très intéressante. J'étais éduc, mais je travaillais sur une unité fonctionnelle avec des adolescents, comme je disais, en grande souffrance psychique et psychiatrique. Et ça m'a permis de travailler en binôme pendant plus de 2 ans avec pédopsychiatre, psychologue, infirmier psy et autres, et on était vraiment des binômes ou des trinômes comme ça autour de ces jeunes avec des situations compliquées. J'avais pas une prise en charge autour de l'alimentation, bien évidemment, mais voilà, j'ai été confronté du coup à ce public il y a pas mal d'années, il y a plus de 10 ans maintenant, et voilà. Avant ça, donc là on est il y a quelques décennies, j'étais aide-soignant, voilà, et puis avant ça, et là on est dans les années 80, n'est-ce pas? Ben, j'étais étudiant en architecture, voilà, puis j'ai tout plaqué parce que ça m'a gonflé, j'ai fait un peu n'importe quoi, puis je suis allé me ressourcer plus proche de chez toi, hein. J'ai été vivre du côté de Rodez avec des chèvres, des moutons, des trucs comme ça, pendant un an, voilà, pour me poser des questions, qui je suis, où je vais. Et puis voilà, je vous ai fait le parcours à l'envers là. Moi, m'interpelle dans ton parcours, c'est ce rapport que tu devais avoir finalement dans ton travail d'éducateur. Qu'est-ce qui t'a sensibilisé au TCA? Mhm. Est-ce que tu peux contextualiser? En tant qu'éducateur, alors il faut dire qu'en parallèle, je me suis intéressé à la nutrition personnellement,
Parce que j'en avais besoin. J'étais très maigre pendant quelques années. C'est quelque chose qui m'a, pendant quelques années, pendant toute mon adolescence et puis mon début de vie adulte, j'étais complexé, moi, très complexé par mon corps. Et ça y est, je me livre là, hein. Donc, très complexé. Et voilà, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et puis, l'idée m'est venue de faire un petit peu de musculation. Quand je dis un petit peu, c'est peu dire, parce que voilà, quand je m'investis dans quelque chose, en général, je m'investis complètement. Et, mais j'ai essayé de le faire le moins bêtement possible, c'est-à-dire en me renseignant, en lisant beaucoup. Donc j'ai commencé à lire, il y a bientôt une trentaine d'années, hein. J'ai commencé à lire voilà, tout ce qui se faisait autour de la nutrition, tout en faisant mon sport, mon petit bonhomme de chemin. Et donc le regard autour de l'alimentation a commencé comme ça, vraiment a commencé comme ça. Et à travers mes métiers, être soignant déjà, bon ben voilà, l'alimentation, voilà, ça faisait partie aussi de mes accompagnements, hein, puisqu'on donne à manger aux personnes, on prépare on aide à préparer des menus, voilà, on assiste ou des choses comme ça. Et puis, donc voilà, j'étais quand même personnellement et déjà un petit peu dans mon métier, un petit peu, j'avais un penchant comme ça pour la nutrition, ça, voilà, ça me percutait, ça m'intéressait. Et puis je suis devenu éduc, et là, ben, éduc dans le nord de la France, alors pas le monopole de la malbouffe, mais on est bien placé quand même. Et donc là, je me suis retrouvé face à des problématiques, je me suis retrouvé face à des gens tout simplement qui n'avaient pas de quoi manger. On va commencer par ça, qui n'avaient pas de quoi manger, d'accord? Donc voilà, on est parti, les associations, voilà, l'idée c'était de faire en sorte que les gens arrivent à mettre quelque chose dans l'assiette. Et puis ce quelque chose dans l'assiette, petit à petit, ben, quand on y arrivait, moi je me disais, ben oui, mais d'accord, on a le minimum, comment on peut faire pour faire en sorte que ces gamins, ils aient quelque chose qui soit... voilà, on parle d'enfants, donc moi j'étais en protection de l'enfance, ce sont des enfants de 0 à 18 ans. Donc on parle de nouveau-nés, d'accord, jusqu'à voilà, jusqu'à des gamins de Mm. 18 ans. Et l'idée, c'était qu'ils puissent avoir une alimentation qui puisse être la plus optimisée possible au regard des moyens qu'avaient les familles. Et donc voilà, Mais tu étais en lien plus direct avec les enfants, les parents ou les deux? en fait, je faisais ce qu'on appelle de l'AEMO, c'est de l'accompagnement éducatif en milieu ouvert. Un juge des enfants ordonne une mesure éducative pour telle famille. Et donc, moi, je débarque, comme ça, du jour au lendemain chez la famille, qui est averti qu'il y aura une mesure et qu'un éducateur ou une éducatrice viendra, d'accord, pour les accompagner par rapport aux difficultés qui ont été mentionnées au cours d'une audience précédente. D'accord? Je te dis en gros comment ça se passe. Et puis on est là et on a un mandat comme ça pour un an, et pendant un an, on doit essayer d'accompagner la famille. Donc l'intégralité de la famille. Forcément, quand tu as des tout petits, bah, tu travailles essentiellement avec les parents, d'accord? Et enfin, les grands ados, certains grands ados, je finissais à travailler presque qu'avec les ados, mais en général, tu travailles avec les parents. La plupart du temps, tu travailles beaucoup avec les parents, puisque bah, c'est au niveau éducatif qu'il y a parfois des carences. Enfin, voilà, tout dépend de la situation, mais Tu tu te rendais travailles. à domicile? Ah oui, oui, oui. En Ah fait, oui, ce ne sont pas d'accord. des enfants placés. Oui, 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 D'accord. tu vas à domicile. La première D'accord. fois que tu arrives avec ton mandat, tu frappes à une porte. Bonjour, je suis l'éducateur qui vient. Voilà. Alors, on t'ouvre pas. Ouais, j'allais te Voilà. dire comment t'es reçu. Ben, ça dépend. Ça dépend. Disons que j'ai, comment dire, un physique qui fait qu'on m'ouvre quand même plus facilement que certaines collègues parfois qui ont claqué la porte au nez ou ont menacé, des choses comme ça. Mais on m'a déjà claqué la porte au nez, on m'a déjà pas ouvert. C'était plus souvent ça, on ne m'ouvrait pas. D'accord. Mais voilà, il y avait plus de bruit, il y avait de la musique quand je sonnais, et puis une fois que je sonnais, il y avait plus de musique, plus un bruit. Mais On m'ouvrait finalement, ça pas. revient un peu à faire aussi une espèce de négociation, en fait. Alors, négociation forcée. Il y a quand même une mesure Hmm, judiciaire. Et faut le dire, hein, la peur des parents à ce moment-là, c'est qu'on place les enfants. hmm. D'accord? Et nous, on est vu comme ça, on est vu comme des placeurs d'enfants, et ça nous arrive de placer des enfants. Quand on arrive dans des situations où on s'aperçoit que c'est catastrophique et que l'enfant est en danger, ben on signale au juge, et là, après, ben voilà, on sort ce qu'on appelle l'artillerie lourde, et puis voilà, il peut y avoir placement. Donc voilà, mais la plupart du temps, ça se passe bien. La plupart du temps, les gens collaborent, contraints ou pas, et il faut savoir que ces mesures, parfois, c'est certains parents qui le demandent, hein. Hmm. Ok, oui, D'accord? donc. Certains parents qui demandent une aide éducative. Bon, en général, c'est mon enfant fait le con, voilà, et puis ça se retourne un petit peu
sur eux, parce que l'enfant fait pas toujours le con pour rien, Oui. voilà. Et puis voilà, moi j'étais, Et voilà. toi, dans cette histoire, du coup, quand tu voyais un peu des choses qui, au niveau alimentaire, te paraissaient un peu incohérents, qu'est-ce Mhm, que, dans le peu de moyens que tu avais à ce moment-là, puisque tu n'étais pas encore formé à la diététique, mhm. qu'est-ce que tu essayais de faire? Bah, tout simplement, ce qu'on pouvait faire, comme ce qui se fait un peu partout, c'était des petits ateliers culinaires. Hein. Ça, c'est des choses qu'on faisait avec. Alors déjà, il faut vraiment avoir à l'idée les situations de chacune des familles. Il y a des familles, des fois, où effectivement, si on juge l'extérieur, ah, vous faites pas à manger, vous n'avez pas fait ça pour vos enfants, vous n'avez pas fait ça. Quand tu vas dans la maison, tu t'aperçois qu'ils n'ont même pas de plaque chauffante, tu vois, pour faire à manger. D'accord. Donc l'idée c'était déjà, nous, on avait la possibilité de demander au département des aides financières pour, par exemple, effectivement faire en sorte que la famille ait les ustensiles, la base. Donc déjà c'est ça, le premier travail c'est ça. Aller voir si les personnes ont ce qu'il faut pour cuisiner. Puis une fois qu'ils ont ce qu'il faut pour cuisiner, c'est voir si la personne sait cuisiner. Et là, bah effectivement, des petits ateliers, on faisait ça, moi, des collègues, on faisait des petits ateliers culinaires. Tu commences par des petits trucs sympas, des gâteaux, puis après tu pars sur des plats, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que moi je faisais, que j'aimais faire. Ensuite, il y avait une espèce, oui, ça c'est important aussi. Je te parle d'une mesure d'accompagnement éducatif, mais il y a aussi des mesures judiciaires de gestion budgétaire. Et quand j'ai commencé à faire ma formation, mon BTS diététique, j'étais pas encore formé, mais là, c'est une collègue qui me Mhm. mettait en lien avec ces familles-là pour aider à gérer le budget. Et là, j'allais faire les courses Génial. avec les familles. Ouais. Donc, on avait une enveloppe. Ma collègue disait, bon, ben, la famille, elle a autant par semaine. Et là, j'allais faire les courses avec les familles, par exemple. Tu le D'accord. préparais en amont, ça? Alors, j'allais d'abord chez la famille. En accord avec eux, hein, je faisais ça, bien sûr, les familles elles étaient ravies. Hein. En général, elles étaient ravies. Hein. Dès que tu es sur l'alimentation, tout ça, ça passe super bien. Donc, je leur disais, ben, si vous voulez bien, on va faire un inventaire de ce que vous avez. Donc, tu arrives chez la famille, tu lui dis tel jour, on va aller faire les courses, mais d'abord, je vais passer chez vous, on va faire l'inventaire, et là, tu fais l'inventaire. Tu regardes ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, et puis tu fais ta petite liste avec eux, voilà, tu fais le truc, tu essaies de faire en sorte que les gamins participent à la liste. Ça, c'est un truc que je propose toujours à mes patients aujourd'hui. Voilà, on ne sait pas quoi faire à manger, eh ben, vous faites participer les gamins, et puis ils adorent ça. Donc on se mettait autour de la table, les enfants venaient, allez, lundi, qui veut manger, voilà. Et hop, on fait la liste comme ça, en famille. Et puis après, allez, go, on prend la bagnole là, du service et puis on va faire les courses. Donc voilà, ça c'était le type d'accompagnement que je faisais aussi, ouais, en direct du coup. Et puis, bien évidemment, quand il y avait des problématiques, du coup, autour de l'alimentation concernant un des enfants, du surpoids, du sous-poids, des choses comme ça, je dirigeais, moi, chez des collègues aujourd'hui, mais qui n'étaient pas à l'époque, diète. C'est incroyable, je savais pas qu'il était. Enfin, en fait, on n'a pas connaissance. Enfin, en tout cas, moi, autour de moi, j'avais pas connaissance de ce métier. Et je trouve qu'il est formidable ce métier. En fait, tu faisais quand même un métier formidable. Enfin, tu aides les autres et puis Ah, en plus, tu les aides dans un oui. contexte où c'est parfois compliqué. Par contre, est-ce que émotionnellement, des fois, c'était pas un peu lourd et psychologiquement, des fois un peu compliqué? Si, on a un métier où il y a un turnover terrible dans l'équipe. Là, je suis parti de l'équipe il y a 4 ans. J'ai arrêté d'être éduque il y a 4 ans, 3 ans, pardon, 3 ans et demi, parce que j'ai fait un peu les deux métiers pendant un an. Je sais aujourd'hui, parce que je suis encore en lien avec certains anciens collègues EduxP, je sais que les trois quarts de l'équipe est partie, dont une paire qui, ont changé de métier, d'autres sont en arrêt maladie, enfin voilà. Donc oui, c'est un métier compliqué, difficile, parce que t'as pas besoin d'allumer la télé le soir pour avoir des faits divers, quoi. Tu vis avec une souffrance, côtoie des gens qui vivent une souffrance terrible, des enfants, je vais pas vous rentrer dans les Ouais, détails, ouais. mais voilà, ce que vous pouvez imaginer et ce que vous n'imaginez pas, il y a des enfants qui le vivent et on est confronté à tout ça. Et voilà, donc oui, il faut avoir, enfin, je pense qu'il faut avoir un certain recul pour pouvoir faire ce métier, parce que si tu es trop empathique et trop voilà, maintenant ça se commande pas, mais voilà, ça peut être compliqué. Et j'ai des collègues que ça n'a pas épargné. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté humainement, tu dirais, et dans, du coup, ce qui se reflète aujourd'hui dans ton travail? Je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas le diète que je suis si j'avais pas été éduqué. Pourquoi? Ben déjà, c'est vrai que quand on passe le BTS diététique ou DUT, on nous apprend pas la communication. C'est, je pense, moi, 80% du travail. La communication. Comment voulez-vous faire un travail
avec des personnes. Quand on travaille en diététique, on a des personnes en face de nous, on a des êtres humains, on a des personnes euh, qui viennent nous voir. Et peu importe, j'ai envie de dire pourquoi, il y a toujours un fond de souffrance derrière, il y a toujours quelque chose de tordant là. D'accord? Et si on écoute juste en surface et qu'on essaie juste on se concentre juste sur l'assiette ou des choses comme ça, on passe à côté de plein de choses qui font que bah on est pour moi complètement à côté de la plaque. Donc l'écoute, moi ça m'a apporté de l'écoute parce que voilà, bon je pense que j'en avais déjà, mais ça m'a apporté les outils d'écoute aussi, comment voilà. Et ça m'a apporté aussi je pense, aujourd'hui, moi, je prône le bon sens dans mon accompagnement. Et au regard de tout ce que j'ai vu, du coup, en tant qu'éduc, ben, c'est vrai que je me dis que des fois, il vaut mieux avoir une espèce de vision un peu globale de la situation. Quand la personne vient te voir pour un truc bien précis, ben, décortique un petit peu, dézoome un peu, essaie de voir ce qu'il y a autour, ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a sur les côtés, le contexte, le pourquoi. Et voilà, donc ça m'apporte beaucoup de recul sur les situations, une vision. Oui. Ce que j'allais te dire aussi, c'est que du coup, tu dois avoir des trucs, toi, avec ton œil, du coup, d'EduxP, mais qui rentre aussi un peu finalement, dans ton nouveau métier. Des trucs sur les réseaux sociaux où on doit dire des trucs aux gens et toi, tu te dis, finalement, c'est même pas applicable en rêve à tout le monde et notamment à ce genre de personnes, en fait. En fait, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose qui me pose vraiment problème aujourd'hui. Tu le sais, mes vidéos, elles pointent aussi beaucoup du doigt les injonctions, d'accord? Arrêtez ceci, stop ceci, arrêtez le sucre, ceci, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, faites comme moi j'ai dit, ça a marché sur moi, ça va marcher sur vous. Tout ça me pose vraiment problème. Pourquoi? Parce que je sais ce que ça fait d'interdire. Je sais ce que provoque l'interdiction chez les gens parce que je l'ai vu dans mon métier d'éduc tous les jours. Je sais ce que provoquent les injonctions chez les gens parce que je l'ai vu dans mon métier tous les jours. Ça fait l'inverse. Je généralise, bien sûr, mais j'ai envie de généraliser. Ça fait l'inverse en fait. Donc, un médecin qui va vous dire, je ne dis pas de nom, un médecin qui va vous dire, arrêtez ceci, arrêtez cela. Parfois, je suis pas contre dans le fond, je suis pas contre l'idée, on enlève le mot arrêter, on dit, faites attention, prenez-en moins, il y a risque de... Voilà, ça c'est le discours, d'accord? Donc, dans l'idée, oui, on comprend. Et moi, le patient qui va voir chez le médecin, et le médecin qui est un peu brutal parfois, un peu brut de décoffrage, ma foi, il fait son boulot de médecin. Il pourrait le faire mieux, je pense, en tant que communicant, mais il n'a pas appris. Il n'a pas appris comme certains de nos collègues diètes qui sortent de l'école, qui n'ont pas appris à communiquer. Et surtout, qui n'ont peut-être pas suffisamment de recul de dire, ok, ce patient, je veux l'amener là. Parce que c'est vrai que, par exemple, il a un excès de ça, il faudrait qu'il fasse attention à ça. D'accord? Mais pour qu'il y parvienne, ben, c'est pas en lui rentrant dedans et en disant vous allez manger comme ça à partir de maintenant, vous allez faire comme ci, vous allez faire comme ça, que ça va fonctionner. Et tous ces gens à qui on a fait des injonctions toute leur vie, ben, nous on les récupère parfois en cabinet, à la petite cuillère, parce que justement ils savent plus aujourd'hui. Les injonctions, ils les respectent. Hein. Je pense que l'être humain aime, aime souffrir, mais vraiment, je le pense sincèrement. J'exagère, hein, mais j'aime bien exagérer. L'être humain pense de manière globale qu'il faut souffrir pour être beau, pour être belle, que ça passe par de la restriction, que ça passe par des choses comme ça. Et donc, forcément, ça donne ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et je pense que, à ma petite échelle, quand je combats, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, hein, parce que il y en aura de plus en plus des influenceurs. Et Ouais, mais regarde, il peut y avoir comme toi des influenceurs qui prônent une autre manière de voir les choses. Et puis tu as réussi finalement à faire ta place alors que au fur et à mesure, regarde, finalement tu es quand même très suivi alors que, je veux dire, tu prônes quelque chose qui finalement va pas dans le sens des injonctions. oui, alors je dirais je suis suivi. Je dirais pas très, je suis suivi. Au regard de tout ce que tu vois autour, tu le sais, Alessia, il y a des comptes qui sont énormes et qui sont suivis et qui disent des conneries à longueur de journée. Tu sais ce que m'a appris pour faire encore un peu le lien avec mon métier d'éduc. Quand tu commences ton métier d'éduc, tu dis ouais, je vais sauver des gens, je vais aider des gens, ouais, ça va être génial. Et puis petit à petit, tu dis, ben, si je fais le calcul des gens que j'ai pu vraiment aller sauver, le mot est grand, hein. J'ai été aussi éduque avant ça, j'ai fait autre chose, hein. J'étais en foyer avec des ados, d'accord? Waouh. Surtout filles. Euh, Tu deviens humble, hein. Au bout d'un moment, tu deviens très humble. Ouais. En disant, bon, ben, ok, si dans toute ma carrière, j'ai pu accompagner quelques familles, déjà, c'est pas mal, d'accord? Et donc, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. J'ai une humilité. Je me dis pas que je vais sauver des gens. Je me dis que je vais essayer de faire de mon mieux
pour aider des gens. Voilà, c'est déjà pas mal. Et tu sais, sur les réseaux sociaux, des fois, moi, tu peux égayer ma journée si juste les jours où je reçois un petit message en disant des patients, des personnes, pardon, qui ne sont pas des patientes et qui disent mais vos messages m'ont libéré de ceci, libéré de cela. Rien que parce que j'ai fait des vidéos, je me dis bah j'ai tout gagné, effectivement. Je pense qu'en fait, objectivement, ton métier, ton ancien métier, te permet en fait t'ouvre énormément de portes parce qu'il te permet de te mettre à l'échelle, en fait, de pouvoir parler à tout le monde, en fait. Je pense que tu as cette capacité d'adaptation, en fait, où finalement tu arrives à parler à tout le monde. Je pense que ça t'a poussé à avoir une capacité d'adaptation et te permettre, en fait, de parler à n'importe qui. Et je pense que dans le métier de diète, c'est aussi important de pouvoir t'adapter à ton interlocuteur et te mettre en fait, non pas rabaisser les gens ou quoi que ce soit, c'est pas, mais à son niveau en fait, dans le sens, j'entrevois potentiellement ce que tu peux vivre. Et je trouve qu'en fait, du coup, ça te rend, ça t'humanise. Et aujourd'hui, les gens quand même recherchent de l'humain et surtout recherchent aussi le message que tu fais passer. Tu le fais passer avec beaucoup d'humour. Et finalement, des discours comme on va pas le citer, mais ce fameux docteur qui moi aussi je ne le porte pas dans mon cœur, ont tendance à mettre de la gravité, je trouve, dans les choses. Et en fait, en mettant de la gravité, ça devient moralisateur. De la morale, on en a suffisamment. Je trouve que la charge mentale qu'on est capable de se mettre les uns et les autres, on se donne assez de morale comme ça. Et finalement, en fait, t'arrives à ramener quelque chose avec humour et dire voilà, en fait, détends-toi, ça va se passer quand même et on va y arriver quand même, quoi. Ouais, c'est le discours, c'est ça, mais j'ai le gros défaut, je pense sincèrement de... Bah, je pense que j'aime les gens, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça. Oui, je pense que j'aime les gens et du coup, qui que tu sois, alors attention, il y a des gens qui me gonflent, hein, c'est sûr et certain, mais qui que tu sois, j'arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant dans ce que tu vas me dire à un moment donné. J'ai une facilité à écouter les gens. Après, je peux saturer, hein, attention, quand je dis j'ai une facilité, voilà. Oui, bah, on a tous Voilà. notre degré. Et tu vois, j'étais en train de penser aussi, t'as quand même réussi. En fait, moi, quand je t'ai rencontré, donc c'était oui, effectivement, il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, je me souviens, je crois que t'avais 1700 1003. followers. Donc en très peu. 1003, ouais, 1003. Je t'en avais rajouté, je t'avais donné un petit gap. Et en fait, t'as réussi en peu de temps. Bon, même si la notoriété sur les réseaux sociaux ne veut pas tout dire, mais je veux dire, t'as réussi en peu de temps à finalement avoir du public qui te suit. Et il y a une espèce aussi d'aura et de confiance en toi qui a aussi que tu arrives à transmettre. Alors je sais pas à quoi c'est dû, si finalement c'est le fait aussi de devoir positiver finalement avec ce que tu vivais, donc qui te rend d'autant plus bah, qui arrive d'autant plus à être dans l'échange et dans l'écoute. Alessia, je pense que quand tu regardes un petit peu, bon, tu sais que je suis un peu taquin, hein, je peux aller mordre telle et telle personne quand je trouve que le discours est, voilà, j'aime bien faire ça, mais j'ai un discours, je vais te donner un exemple, tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Quand j'étais éduc, j'avais des collègues avec lesquels je menais parfois des entretiens avec des familles. Et tu sais, il y a une, comment dire, il y a toute une logorée, toute une façon de parler qu'ont les éducateurs. Tu vois, ils vont utiliser des mots qui vont toujours gonfler, des mots d'éduc, des mots de travailleurs sociaux. Et des fois, je me disais, ils parlaient à une famille, voilà, j'ai des collègues qui parlaient comme ça à une famille, et je voyais que la famille les regardait avec des grands yeux parce qu'ils ne comprenaient pas tout ce qu'ils disaient. Tu sais, c'est comme en audience, quand un juge parlait à certaines familles, moi après je faisais le traducteur. Voilà, parce que tu as un langage parfois un peu plus soutenu, et nous on avait des familles des fois, voilà. Et moi je leur parlais, mais avec une simplicité. Et en même temps, c'est comme ça que j'aime qu'on me parle, avec simplicité. Et c'est ce que je transmets, moi, je pense, de la simplicité. On est tellement aujourd'hui surchargé pardon, de messages. Faut faire ceci, faut pas faire cela, attention, l'alimentation. Au plus on avance dans la recherche, au plus on trouve des problèmes. Alors au plus on trouve des trucs intéressants aussi, mais au plus on trouve des problèmes. Les gens aujourd'hui sont largués, paumés. Et en même temps, les gens sont de plus en plus informés. Et donc, ben voilà, du coup, qu'est-ce que je fais avec toute cette masse d'informations que j'ai aujourd'hui? Comment je mange? Et moi, j'essaie de faire un retour à la simplicité, en fait. Un retour au bon sens. Parce que du coup, on n'écoute plus, on n'utilise plus notre cerveau de la bonne manière. Ça marche par le biais de ce que je peux pas faire avant de ce que je peux faire. Eh ben non, retour aux sources. En ce moment, tu le sais, tu vas sur les réseaux sociaux, c'est la chasse au pic de glycémie. La chasse au pic de glycémie. Quelque chose de naturel. Voilà, ma dernière vidéo, elle dit en fait, pour chasser le pic de glycémie, ben Oui, t'attends. Parce que l'insuline, elle va faire son oui, travail. ça, alors ça.
Tu vois? Non, puis oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis sur quelqu'un de non diabétique, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de discours à avoir. Comment t'as réussi à te dire, à te faire confiance finalement, parce que t'as été quand même du coup, c'est un détail, mais ça a du sens quand même. Mhm. T'as été dans le salariat pendant longtemps. Le truc de se dire non là c'est bon, je me jette, j'y vais, c'est bon, je me lance totalement en freelance quoi. Oula, ça s'est fait. Il y a eu des allers-retours, hein. Ça n'a pas été simple, hein, pour moi. Bah oui, jusqu'à 50 balais, t'es employé. D'accord? J'ai toujours été employé. Bon, j'ai eu une société à part, où je vendais des compléments alimentaires d'ailleurs. J'ai eu une société à part il y a quelques années, mais je vendais de la protéine, il y a quelques années, mais en fait, j'ai diminué mon temps de travail comme j'avais mon diplôme. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en même temps éduc et diététicien sur un an. Mais quand j'ai fait ma formation, Ah ouais. de diététicien, sache que je ne voulais pas me lancer en freelance. Je voulais être diététicien pour les familles que j'accompagnais en tant qu'éduc. Sauf que bah, tu as le diplôme, tu dis bah ouais quand même, allez, je vais peut-être quand même faire une consultation ou deux pour moi de mon côté avec des gens que j'accompagne pas et puis voilà, ça démarre doucement, ça démarre très 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 doucement parce qu'au début tu te fais pas ta patientèle comme ça, c'est compliqué, au début j'avais personne hein, tout simplement. Et puis, j'ai eu l'idée, tout simplement, d'aller, bah, toujours en surfant sur mon métier d'éduc, je suis allé frapper aux portes des centres sociaux. Parce que les centres sociaux, voilà, ce sont des maisons de quartier avec lesquelles on travaillait en tant qu'éduc. Et je leur ai dit, voilà, est-ce que vous faites, vous, des choses autour de la diététique, des ateliers, des choses comme ça? Et c'est les premiers à m'avoir ouvert la porte, en fait. Et c'est par ça, par ce biais-là, que j'ai commencé à travailler en tant qu'éduc. Et puis les missions locales, d'accord? Et donc, c'est sur des ateliers collectifs que j'ai commencé vraiment à travailler en tant qu'éduc. Et petit à petit, indirectement, la patientèle a commencé à arriver aussi. Et puis, ça a vraiment bien pris. Mm. Plus Sans les réseaux sociaux. sans les réseaux sociaux au début. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand je dis sans, parce que j'ai commencé tout de suite sur Facebook. Je faisais des vidéos de 5 minutes où je parlais en continu. Et quand je les regarde, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et il y a des gens qui likaient, qui écoutaient, qui répondaient. Je lui dis, comment ils ont fait? Oui. Bref, je parlais, je parlais, je parlais. Bah, je faisais de l'humour aussi, hein. J'étais dans des trucs comme ça, mais c'était long, c'était horrible. Bref. Et je commençais, heureusement que tu es venu après. Et donc, je commençais progressivement à communiquer sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, d'accord? Mais c'est vraiment moi par le biais des centres sociaux, des missions locales, que j'ai commencé à vraiment bah, faire un petit peu d'argent avec mon métier de diète. Et puis ça a pris de l'ampleur assez rapidement à ce niveau-là, où j'ai dû demander à mon employeur de baisser mon temps de travail en tant qu'éduc, pour commencer à développer de plus en plus la diététique. Et tout ça, ça s'est fait quand même sur une bonne année. Et puis à un moment donné, j'ai eu aussi une petite crainte, une période de doute où je suis revenu, où j'ai redemandé à mon employeur de réaugmenter mon temps. Et puis là, d'un seul coup, ça a à nouveau flambé au niveau des missions locales. Et il y a une mission locale qui m'a fait une proposition où je me faisais quasiment le salaire que j'avais en tant qu'éduc temps plein, en plus de ce que j'avais Mhm. déjà un petit peu à côté. Et là, je me suis dit, parce que ça prenait du temps, là, il va falloir que j'arrête un des deux métiers. Et forcément, c'est celui d'éduc que j'ai arrêté. Mais ça m'a pris du temps, cas de conscience, et non seulement, alors c'est une chose, ça prend du temps de sauter le pas, mais une fois que tu as sauté le pas, ça y est, tu vis avec la crainte de aujourd'hui ça va, mais demain comment ça va se passer? Eh ouais, c'est ça, c'est Ah, toujours pareil. ça c'est un sujet. C'est un Ouais. sujet dont je commence seulement maintenant, au bout de 4 ans, à me séparer, mais je m'en sépare jamais complètement parce que je suis toujours en train, mais je me dis toujours encore aujourd'hui, bon, là ça va, mais voilà, demain, voilà, et si le Covid revenait, et si des choses comme ça, voilà, je peux partir dans des espèces de panique comme ça, et voilà. Mais ça va, je commence à être de plus en plus serein par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment, parce que la dernière fois j'ai discuté avec plusieurs diètes d'ailleurs, qui se font du souci sur le fait d'être sur les réseaux sociaux ou non, et elles ont la peur et la crainte qu'en fait, si elles sont pas sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie d'être sur les réseaux sociaux, mais finalement elles n'arriveront pas à décoller. Contrairement à justement cette idée où on devrait tous être sur les réseaux sociaux. Alors j'ai du mal à dire que les réseaux sociaux, effectivement, me sont passés d'emblée parce que on voit ma tronche partout. Mais
comme je te le dis, quand j'ai commencé, quand j'ai sauté le pas, quand j'ai arrêté mon boulot d'éduc, mon compte Insta, et il n'y avait rien. J'avais 300 personnes parce que c'était un compte perso. Facebook, il n'y avait pas grand-chose. LinkedIn, j'y étais pas. Donc, je n'étais pas sur les réseaux. On peut pas dire que j'étais réellement sur les réseaux sociaux parce que Facebook devait m'apporter un patient par mois, quelque chose comme ça. Moi, j'ai développé vraiment ça avec le social. Et le social m'a permis déjà de vivre de mon métier de diète. Donc, oui, tu peux, Mm. mais il est vrai que pour démarrer, si tu es là à attendre le patient, attention, j'ai envoyé des mails à tout le monde, à toutes les mairies. J'ai fait du harcèlement. Je pense qu'on aurait pu porter plainte contre moi. Oui, parce que voilà, moi je suis pas du genre à me tourner les pouces. Quand j'ai décidé de développer quelque chose, je mets les moyens. Mais les réseaux sociaux, je savais pas faire. Donc je n'y allais pas plus que ça, en fait. Ouais. C'était de l'amusement au début, hein. Facebook, c'était ouais, voilà, je vais dire des choses, voilà. Et il suffit d'aller, hein, d'aller voir mes vieilles vidéos. Voilà. On peut développer le métier. Il y a plein de diètes hein, qui sont aujourd'hui en place et qui ne passent pas par les réseaux sociaux, qui sont sur, voilà, qui ont réussi à se faire Oui, 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 moi j'en connais. voilà, il y en a. Donc c'est pas le passage obligé. Et puis d'ailleurs, c'est peut-être un sujet que tu allais aborder après une question, mais je devance. Après, une fois que je me dis oui, ben je vais quand même utiliser les réseaux sociaux, qu'est-ce que j'y mets? Ouais. Comment je me démarque? Et aujourd'hui, je pense que c'est ça l'idée, hein, c'est de se créer une identité. Oui, et puis l'identité, elle se crée parce que tu es. Tout le monde prend une place différente sur les réseaux sociaux. Et tu vois, j'avais du mal à y croire il y a quelques temps. Et plus je discute avec des diètes qui ont un peu d'influence sur les réseaux sociaux et qui te racontent un peu leur parcours, en fait, tout simplement, ils ont mis des œillères, ils ont fait leur truc et basta, en fait. C'est le truc de se dire, je suis moi et en fait, ça Ah. suffit, quoi. En fait, je vois, par exemple, toi, je vois Nicolas, je vois Claire Rapidiette, qui a... En fait, vous avez tous des façons différentes de communiquer et vous avez tous, en plus, des fois, vous vous rejoignez sur certains points, mais en fait, vous avez des manières différentes de communiquer et ce qui fait qu'en fait, ça va cibler des personnes différentes, où vous devez avoir les mêmes personnes des fois qui vous suivent, mais qui vont peut-être être plus à des moments avoir un discours, peut-être comprendre mieux celui de Nicolas ou celui de Claire ou celui de je ne sais qui. Et en fait, plus j'avance, plus je me dis, mais en fait, c'est vraiment possible en fait de juste se Oui. mettre des heures, faire son truc et Alors, oui, carrément. Je vais dire quelque chose qui va peut-être aussi rassurer. Comme ça, de prime abord, je donne une image, je suis un bon caméléon, moi, hein. Je donne une image de moi qui n'est pas tout à fait celle qu'elle est. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui est à l'aise, qui est à l'aise. Je fais les mêmes liaisons que dans mes vidéos. Je suis pas quelqu'un qui est à l'aise. Charlotte sort de ce corps. Exactement. Je suis pas à l'aise en public, d'accord? On me demande par exemple là d'intervenir où je vais devoir aller faire tourner une vidéo à Lyon avec du monde, voilà, je suis pas à l'aise du tout, voilà. En revanche, et c'est ça, c'est en ça que je veux rassurer ceux qui sont prêts à se mettre sur les réseaux, je suis à l'aise chez moi. Dans mon petit local que tu vois ici, c'est là où je tourne mes vidéos. Je suis très à l'aise et là c'est moi envers moi. Et moi mes vidéos, vous ne les voyez que si elles m'ont fait marrer. Et donc je m'éclate dans mon petit bureau, mais je Ah, tu m'éclate. me fais rire, Ah ouais. je te vois trop te faire rire tout Ah seul en non, mais fait. je me marre. Et quand je revois mes vidéos, je me dis, mais t'es pas normal. Et donc, je me fais marrer. Si ça me fait pas marrer, voilà. Bien évidemment, il y a un discours derrière. D'accord? Quand on me dit uniquement, ah, vous êtes drôle. Oui, oui, mais vous avez retenu deux, trois petites choses quand même, en dehors de la drôlerie. Euh, et même si ça les a fait juste marrer, moi, il y a des gens qui me disent, ah, vous êtes mon rayon de soleil du jour. Eh ben voilà, tu t'es marré, tu vas vivre plus longtemps parce que forcément, hormonalement, c'est mieux. Mais il faut savoir ça. Je suis pas quelqu'un à l'aise en public. Je suis pas quelqu'un qui est à l'aise comme ça de prime abord. Sauf quand je suis dans mon métier, quand je suis dans mon rôle. Là, tu peux me mettre devant autant de personnes que tu veux, des conférences, des trucs comme ça. Je suis comme voilà parce que je suis dans mon truc. Ça y est, je suis parti, je suis en mission. T'appuies sur le bouton et voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui est forcément à l'aise en dehors. D'accord? Et donc il faut pas spécialement avoir une personnalité voilà, où on peut être timide, on peut être réservé, et on peut faire des super trucs sur les réseaux sociaux. En gros, Oui, je pense. voilà. Parce que, contrairement à toute attente, je suis timide et réservé. Voilà. Bon, je me soigne, et puis, non, mais tu vois, tu fais. Parce que. Mais tu,
Et le fait d'être drôle sur les réseaux sociaux, d'avoir cette connotation-là, ça va dans les consultations, c'est pas, ça se reporte pas sur les consultations. Il y a un décalage terrible. Il y a des gens, je le vois, ils sont déçus, hein. Mais vraiment. On m'a déjà dit, ah, vous êtes plus drôle en vidéo. Ouais, ok, mais les vidéos, c'est pas des consultations. Là, oui, je suis plus sérieux. Je suis même sérieux tout court. Alors, je suis détendu, je suis souriant. Voilà, mais on a quand même affaire à un professionnel derrière, donc je suis pas un clown. Je reçois pas les gens avec une charlotte sur la tête et puis une voix bizarre. Je suis moi en consultation et je suis très sérieux. Et on va se le dire, hein, très clairement, je sais qu'il y a des gens qui viennent en consultation pour avoir affaire aux rigolos des vidéos, hein. Et Ouais, d'ailleurs, des fois, il n'y a qu'une consultation, hein. Ah ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, ça se voit très nettement. Il y a des gens, à peine je parle, ils s'attendent à ce que je dise un truc, je le vois. Ils s'attendent à ce que, voilà, et on sent que la personne, au fur et à mesure, se dit, merde, en fait, il est sérieux, le gars, qu'est-ce qui se passe? Et, ah bah, c'est un vrai diététicien, finalement. Mais est-ce que j'ai un problème, finalement? Bah oui, peut-être, j'avais peut-être un... Mais voilà, et tu les vois plus. Après, c'est peut-être mon approche. Après, je suis peut-être pas bon, hein, en tant que diète à ce moment-là. Mais vraiment, on le sent. Je commence à le sentir quand des gens sont... Parce qu'ils me parlent tout de suite de ça. Ah, je vous ai vu, ah, voilà. Et ils me parlent d'abord de mes vidéos, hein. Et puis au fur et à mesure que je dis, bon, ok, alors le sujet du jour vous concernant, c'est... Et là, quand on part sur le truc, on sent que, voilà, il y a plus ou moins un problème, il y a Ouais. plus ou moins quelque chose. Oui, ça arrive parfois. Mais effectivement, je suis tout autre en consultation. Et Forcément. tu continues de te former en tant que diète aussi? Ah oui. En fait, alors, faut savoir que j'ai un grave problème, moi. J'ai un grave problème, concentration de tout ce qui est... Enfin, bref, il faut que j'aille me faire... apparemment, j'aurais des trucs à aller tester, mais j'en parle pas trop, je vais en parler, tiens, aujourd'hui. En fait, j'ai été détecté il y a 2 ans comme étant HPI, d'accord? TDAH, non? Ouais. Et bon, c'est un peu Ah tendance, c'est un oui, peu la ok. mode, mais c'est quelque chose qui me poursuivait quand même depuis très 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 longtemps. Et où déjà, quand j'étais stagiaire éduc à l'époque. Ouais, c'est ça. J'étais stagiaire éduc et il y avait une psy qui testait un petit peu tout le monde, qui testait la WISC 4 pour détecter, voilà. Et elle m'avait trouvé un QI et je me suis dit, mais elle s'est plantée. Enfin voilà. Bref, on avait fait ça et puis déjà ça m'avait interpellé. Et puis c'est vrai que dans ma façon de fonctionner, je me suis toujours posé des questions en disant, tiens, c'est bizarre quand même. Je suis pas dans les clous. J'ai jamais été dans les clous depuis tout petit. Et et voilà, tu vois, oui, je sais que Ouais. tu sais de quoi je parle. Bah, bienvenue au Donc, club. j'ai jamais été dans les clous de... Et je me suis fait détecter. Et bon, ok. Et en fait, tu sais à quoi ça m'a aidé, ça? Je vais répondre à ta question après, j'ai pas oublié. À quoi ça m'a aidé? Ça m'a aidé, en fait, à mieux comprendre les autres, en fait. Parce que moi, je me comprends depuis plus de 50 ans, hein. Moi, ça va, je me connais, en fait, Mm. finalement. Mais le problème, c'est moi et la société, tu vois? Néanmoins, je navigue très bien avec les gens, d'accord? Parce que je Mm. pense savoir très bien m'adapter. Mais voilà, il y a toujours des fonctionnements chez beaucoup de gens que je ne comprends pas, que je ne comprends toujours pas aujourd'hui de prime abord, mais j'arrive à me dire, ok, c'est peut-être qu'on ne pense pas de la même façon. C'est peut-être qu'on n'a pas la même façon d'aborder les choses. Mais est-ce que dans ton travail, ça te bloque? Alors, ça me bloque pas dans mon travail. Non, ça me bloque pas dans mon travail parce que je pense justement que là, on peut revenir sur le côté éduc où j'ai appris à écouter les gens, appris à comprendre les gens, à Mm. comprendre ce qu'ils veulent dire, à aller un peu plus, essayer d'aller un peu plus loin que justement ce qui me montrent, ce qui me disent, essayer de voir ce qu'il y a derrière. Donc non, ça me bloque absolument pas. C'est plus dans la vie de tous les jours avec les gens, mais dans mon travail, au contraire, je dirais. Mais en plus du HPI, j'aurais peut-être un petit trouble du déficit d'attention. D'accord. Ce qui fait que c'est très compliqué pour moi d'être sur un sujet à la fois. Hyper compliqué. Je ne sais pas me Mm. concentrer sur un sujet. Je pars dans tous les sens. Ouais, mais moi, pour avoir travaillé avec toi, alors, bien évidemment, tu n'es pas quelqu'un à qui on impose. Par contre, quand on te demande, des fois, tu as eu besoin, je vois, je te disais, non, non, là, on va se focus quand même sur cette idée-là. Mais je pouvais pas non plus. Après, j'ai bossé qu'un an, un peu moins d'un an avec toi, mais je trouve aussi que ça te donne une certaine force parce qu'en fait, ça te permet en fait, si on t'enlève ça, je pense que ça t'enlève des idées. Et aujourd'hui, ce qui est
ce qui est ton leitmotiv, en fait, j'ai l'impression quand même, c'est d'avoir plusieurs idées. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont où tu vas pas au bout, mais c'est pas bien grave parce que tu arrives quand même à concrétiser la plupart. Et en fait, c'est ce qui te donne aujourd'hui, bah, par exemple, une facilité à créer du contenu, une facilité à rebondir quand il y a des événements dans le travail, voilà, où c'est un peu périlleux. Bah, c'est pas grave, on va faire comme ça. Allez, je t'ai vu dans des situations où bon alors comment on va faire? Ouais non mais c'est bon, là j'ai une autre. Et en fait finalement de ce qui peut être paraître une défaillance, moi je trouve que c'est un peu une force. Je peux être comme ça moi aussi, hein. Moi j'ai 1000 idées à la minute. Il y a des moments je me suis beaucoup plus culpabilisée. Aujourd'hui je me dis mais en fait c'est génial, c'est génial. Mais je sais que t'es comme ça. Alors, oui, mais c'est pour ça qu'on se comprend. Mais justement, effectivement, je suis d'accord avec Entre toi. Non, névrosés. mais oui, il y a de ça. Effectivement, oui, c'est une force parce que je pense que j'ai un cerveau qui va dans tous les sens et c'est bien. Sauf que j'ai aussi parfois besoin de le canaliser et c'est pour ça que là, en l'occurrence, j'avais fait appel à toi parce que il y a des codes quand même que je dois respecter. Si je fais que du Benoît, je vais sortir encore une fois de toutes les cases, ça va être du grand n'importe quoi. Sauf que tu sais très bien que les réseaux sociaux répondent à des algorithmes et il faut quand même du coup que je rentre dans ces cases-là. Toi, tu m'as aidé à me concentrer, à me rentrer justement dans ces cases-là. Et il fallait. C'était important, tu vois. Donc, j'avais peut-être un savoir-faire en communication, mais ce savoir-faire en communication, tu sais, dans la vie, il y a plein de gens qui ont des talents divers et que tu verras jamais parce qu'ils ne conviennent Oui. pas à certains standards. Donc moi, l'idée, c'était de me standardiser un minimum tout en faisant que je reste moi-même. Parce que c'est toute la difficulté des réseaux sociaux, c'est qu'on te demande de te démarquer, d'accord? De sortir du lot tout en restant dans certains standards. Et moi, les standards, ça me dégoûte. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait le BTS en 5 ans. Me rentrer dans une case, c'est compliqué pour moi. Dire tu dois faire comme ça, tu dois faire des tables, des trucs, des machins, des races. C'est hyper compliqué pour moi. Voilà. Je te rejoins tellement. C'était, en fait, moi, c'était difficile de me plier à. Tu dois apprendre comme ça et surtout un peu comment on appelle ça, bachotage, je crois, en mode t'apprends les glucides du pain, t'apprends. Oh, en fait, quand je trouve pas de sens aux choses, Bon, ben on a ça me la même dépasse en pathologie. fait. C'est pour ça que je te parle de bon sens. C'est que moi j'ai. Non mais c'est ça. C'est pour ça que je te parle de bon sens. Moi j'ai besoin de. Je digresse juste 30 secondes, tu vas comprendre. Quand j'étais petit, je dessinais, 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 dessinais. Je faisais que ça. Et on va dire que je sais manier un crayon. Donc je dessinais beaucoup, 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 beaucoup. J'adorais ça. Je faisais. Voilà. Du coup, en troisième, je savais pas trop ce que je voulais faire. On m'a mis dans une école d'art. L'ESAT ici à Roubaix, pas loin de chez moi. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces braves gens? Ils m'ont mis dans des moules, ils ont cadré, alors que normalement, j'étais assez créatif. Et ils m'ont cadré. Ils m'ont dégoûté du dessin. Et j'ai fait de la merde. Et je me suis fait virer d'ailleurs. Donc, enfin bref, voilà, mais oui, carrément. Mais si tu me mets dans un moule, ça ne va pas, c'est compliqué pour moi. Sauf que je suis aussi conscient du fait que si je veux effectivement développer mon métier, les réseaux sociaux sont un magnifique outil. Oui, on peut faire ça pour répondre à la question de tout à l'heure. Maintenant, si c'est quelque chose avec lequel on est, je dirais, suffisamment à l'aise, c'est un super outil. Aujourd'hui, ce que je ressens le plus, je ressens de la crainte de la part de certains collègues qui me disent souvent, ouais, t'oses dire des choses, t'oses ceci, t'oses cela. Mais je suis désolé, ce que je dis, c'est juste des choses qui ont du sens. J'invente pas des choses, je suis pas en train de, voilà. Et je suis pas en train de faire de la politique, je suis pas en train, voilà, je parle de l'alimentation. T'oses dire des choses. Bah, les choses que je dis, c'est. Alors oui, j'ose m'attaquer à des personnes, oui, c'est sûr. Mais j'ose dire des choses qui sont pourtant ce qu'on devrait tous dire. Moi, ces freins-là, pour moi, je peux comprendre qu'on les ait, mais c'est dommage parce que moi, j'ai pas de frein justement quand ce que j'ai à dire a pour moi du Hmm. sens. J'ai zéro frein à ce moment-là, et je peux aller parfois même loin. Mais voilà. À l'heure actuelle, toi, c'est quoi ce que tu aimerais améliorer et ce que tu projettes de faire dans ton futur, dans tes futurs projets professionnels? Ben écoute, t'aborder la formation, moi je suis persuadé, juste pour faire une réponse simple hein, par rapport à la question de formation,
je suis toujours, j'ai l'impression d'être en constante formation, d'accord? Ouais. Et je ne vois pas comment on peut prétendre à faire ce métier sans continuer de se former. Le BTS diététique de 2 ans est super dense, mais quand vous sortez de là, ok, c'est là que ça commence seulement. Au début, et moi le premier, hein, au début, ça y est, t'es diététicien, tu peux être diététicien pour tout le monde, dans tous les domaines, dans toutes les pathologies. Très très vite, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient absolument pas. Ne me parle pas de néphro. Ouais. Viens pas me voir avec des problèmes de reins. D'accord. Voilà, je réoriente. Faut pas avoir peur de réorienter quand c'est pas notre domaine. Aujourd'hui, j'ai 3 champs qui sont venus comme ça à moi. Bon, c'est pas venu comme ça à moi tout seul. C'est voilà. J'ai d'abord le champ du sportif parce que je le rappelle, moi je suis venu à la nutrition par rapport, enfin personnellement par rapport au sport, c'est un domaine dans lequel j'étais moi-même et la nutrition a coulé de source. Donc la nutrition du sportif, c'est quelque chose, voilà, ça fait une trentaine d'années que je me renseigne dessus et aujourd'hui j'accompagne des sportifs, je bosse pour le CREPS des Hauts-de-France avec des sportifs de haut niveau dont certains ont fait les JO. Donc voilà, ça c'est vraiment un champ que j'aime, des personnes que j'aime accompagner. Et d'ailleurs, donc il y a un deuxième champ vers lequel je vais aussi de plus en plus, ce sont les troubles des conduites alimentaires. Et même là, dans les troubles des conduites alimentaires, ben, tu le sais, il y a plusieurs troubles des conduites alimentaires. Même là, il va falloir que j'affine un peu. Tu t'es formé où? Bah avec la Monash. Ok. Ouais, ouais, avec la Monash, la formation qu'ils proposent en ligne. Et les Voilà. TCA? Alors, les TCA, en fait, je me suis basé d'abord sur mon expérience que j'ai eue avec. Je te parlais du fait que j'étais éduc en protection de l'enfance. Et après ça, pendant 2 ans, j'ai travaillé, donc j'étais toujours éduc, hein, j'étais pas diète, avec une équipe autour des jeunes dont je parlais tout à l'heure, en grande souffrance psychique et psychiatrique. Et donc, c'est là où je me suis dit, tiens, nutrition, parce que moi ça me parlait, et je me disais, c'est quoi ces jeunes-là, anorexie, qu'est-ce que c'est, ils mangent pas, voilà. Et donc, je me suis rapproché d'un centre qui est dans ma région, d'accord, qui s'appelle le centre Lautrermont, qui accompagne ils accompagnent tout type de troubles des conduites alimentaires, mais l'anorexie mentale surtout, d'accord. Et je me suis rapproché de l'équipe avec pédopsychiatres et autres, et il y avait des petites formations en interne auxquelles j'ai pu déjà assister. J'étais éduc à l'époque, d'accord. Et je suis resté en lien. Et j'ai pu continuer à faire des formations en interne, d'accord, autour de l'accompagnement, du coup, des troubles des conduites alimentaires, d'accord. Quand je suis devenu éduc, il y a un collègue que je nomme, à chaque fois que je fais un podcast, je parle de lui, c'est Florian Saffer, n'est-ce pas? Et je me suis dit, mais ce gars-là, il a tout compris. Bon, il est là depuis longtemps, mais il a vraiment tout compris. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il dit un truc, tu te dis, putain de merde, pourquoi j'y ai pas pensé? Ouais. C'est vrai. À chaque fois. Ou alors il te ramène des trucs où tu dis, ben oui, c'est vrai, ça je le sais en Oui, plus, mais c'est du bon sens, ouais. c'est du bon sens en fait. Et après, il y a pas que du bon sens, il y a aussi de la connaissance, bien sûr, qu'il apporte. Mais tu dis, ben oui, c'est vrai, ça, c'est des trucs que je sais, que je peux utiliser, et voilà. Et donc, Florian, c'est une mine d'or, hein, si vous voulez travailler sur les troubles des conduites alimentaires. Voilà, suivez son travail, allez voir ce qu'il fait, lisez son bouquin. Voilà. Donc, je lis effectivement énormément de bouquins. Dernièrement, j'ai fait une formation avec. Alors, je suis aussi dyslexique, donc j'oublie des noms, j'oublie des trucs, j'oublie. Voilà, comment ça s'appelle? L'association FFAB, qui traite des troubles de l'anorexie boulimie. D'accord. Et je continue de me former et de lire, et je continue de me former et de lire. Et là, je vais de plus en plus. Je songe au DU. Euh, je sais pas encore, parce que aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, les formations du CFDC, elles sont intéressantes, elles peuvent être courtes et intenses et riches. Enfin, je dis pas ça parce que je travaille pour le CFDC, hein, mais Non, mais t'as raison, regarde, mais je t'ai ouvert la porte et j'en parlais en même temps. Donc voilà. Donc j'ai fait une formation aussi de Florian. C'est la première que j'avais pris d'ailleurs au CFDC. Euh, et elles sont très abordables, je le dis au passage. Elles oui. sont très abordables au niveau financier et elles sont après aussi abordables parce que didactiques, parce que voilà, parce que Florian est un très bon pédagogue. Et donc, enfin voilà. Donc oui, je continue à me former. Il y a quelque chose de très juste que te disait Nicolas da Silva, Why Not Change.
Et ça, je pense que c'est intéressant que les diètes qui démarrent l'aient à l'esprit. La formation indispensable, donc d'abord le BTS, la formation continue indispensable jusqu'à la fin de votre vie, tant que vous ferez ce métier en tout cas, et les patients. Parce que moi, c'est les patients qui m'apprennent tous les jours. J'apprends des patients. Et ce qui va être bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. Encore une fois, si on parle de Florian, il va vous parler de flexibilité. Ben oui, flexibilité, c'est bon pour nous aussi. On a intérêt à être hyper flexible face aux patients qu'on a en face de nous. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour les futures années, là, la future année qui arrive, 2025? Ben, d'affiner, que je puisse parvenir à affiner mon travail et d'aller vers là où je veux aller. Encore faut-il que je sache vers où je veux aller. Mais alors, il y a un truc que j'aime et que je... On va faire en fait, on va aller faire des thérapies Oui, à deux, hein, si ça allait plus vite, hein. mais non, mais c'est bien de pas savoir où on veut aller parce que c'est ce qui permet d'être toujours en mouvement. Voilà, moi je pars de ce principe-là. Quand j'étais éduque, Ah, c'est marrant que tu dis ça. Mon père me dit toujours, euh, ne reste pas sans rien faire. Sois toujours en mouvement. Et d'ailleurs, il m'a toujours poussé, même quand ça allait, quand j'avais plus de travail et tout. Il m'a dit, va travailler et tu vas voir, il va y avoir un truc. Et j'ai toujours été en mouvement. Et je t'ai coupé, non, pardon, mais quand non, mais c'était t'as le raison but. parce que insiste dessus parce que en plus et puis la vie c'est des rencontres. C'est-à-dire que si tu restes chez toi à réfléchir à ce que tu vas faire, tu vas pas être en mouvement, tu vas pas rencontrer des gens, tu vas pas voilà. Moi, il y a plein de choses aujourd'hui qui font que j'en suis là parce que j'ai croisé des personnes. Quoi que tu fasses, si tu es en mouvement, tu vas rencontrer des gens. Et bah, le principe sur Terre, c'est d'être en interaction avec les gens. Donc voilà, oui, te ressourcer, des fois, tu as besoin. Moi, j'ai beaucoup besoin de mettre mon cerveau au calme. Voilà. Et puis, essayer des choses. Quand il y a des gens qui ont peur d'essayer des choses. Et ça, le degré de peur est relatif. Hein. Ça peut être. J'ai une patiente, moi, qui a peur d'essayer des smoothies. J'ai dit, faites des smoothies. Elle a peur. Parce qu'elle a peur de ne pas prendre le bon fruit. Voilà. Et donc, quelque part dans ma tête, je me dis, mais mince, sa peur, c'est d'essayer de mixer un fruit. Et j'imagine bien qu'il y a autre chose derrière. Et je suis en train de travailler avec elle là-dessus. C'est quoi en fait derrière? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, tu vois. Mais quand vous avez peur de quelque chose, essayez de vous dire, ouais, j'ai peur de quoi au fond? Quel est le risque? De quoi j'ai peur? Et si je le fais, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Alors au pire, attention, il y a des cerveaux qui vont pouvoir vraiment faire des scénarios catastrophes derrière. Donc en restant raisonnable, mais tentez des trucs, faites des trucs. Moi, j'ai tenté. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un métier qui a pris très très vite, je pense, très très fort. Mais je me suis jeté à l'eau tous les jours. Hein. Oui, puis tu t'es mangé des portes aussi, je suppose, aussi, des fois. Ah, je me suis mangé des portes, sauf que enfin, moi je suis du genre à... Je déteste les portes fermées. Donc je les enfonce pas, je passe par la fenêtre, je passe... Si j'enfonce des portes de celle-ci. Mais voilà. Mais moi tu vas me motiver, si tu me fermes une porte à la tronche, tu vas me motiver. Ça va, ça va me donner envie de rentrer d'une autre manière. Donc voilà, c'est un côté que j'ai aussi. Je pense être assez persévérant. Et du coup voilà. Mais l'idée c'est au moins faire quelque chose, de tenter quelque chose. Il n'y a rien qui va avancer en restant chez soi comme ça. Euh, Si, on peut rester chez soi, mais alors on fait sur les réseaux. Oui. Donc se bouger, être en mouvement, c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important. Donc ce serait le conseil que tu donnerais à nos diètes qui nous écoutent. Oui, et puis je leur demande du bon sens. Mm. Ouais, je suis désolé, j'insiste sur ce truc-là parce que sans bon sens, ben, le monde ne tourne pas. Et vous avez beau avoir toutes les théories du monde, si vous n'allez pas la théorie, la connaissance, c'est génial. Et puis après, vous avez des gens en face de vous. Comment je passe de cette théorie aux gens qui sont en face de moi? Et le bon sens, c'est de me dire, ok, j'ai appris tout ça, mais sur cette Ouais. personne, ça peut pas fonctionner puisque voilà, elle, sa vie, c'est ça. D'accord? Donc comment je peux, dans mon équation, faire en sorte que ce que je, ce vers quoi je voudrais l'amener soit à un moment donné entendu et possible. Et c'est comme ça que je travaille avec mes patients. Je leur dis toujours, faites ce que vous pouvez, voilà. Et la plupart du temps, même quand je leur dis ça, ils vont essayer de faire plus, voilà. Et c'est moi qui les ramène à, non, non, doucement, doucement, tranquille, on y va doucement, on y va tranquille, ce que vous pouvez. Faire de son mieux, ouais, bien sûr. Ouais, c'est vraiment faire de son mieux, du bon sens, mais faire en tout cas. Super. Bon, on Voilà. arrive à la fin de cet épisode. Euh,
Donc tu nous as dit en plus, tu nous as donné ce mot de la fin, faire de Ah, son mieux. oui, Donc j'espère que les jeunes diètes qui nous écoutent, ça les aura un petit peu, ça leur a permis de voir une autre manière de devenir diététicien. En plus de devenir diététicien à tout moment d'âge aussi, parce qu'il y a il y a plein de diètes qui veulent se reconvertissent. Et il y a des gens, exactement. je suppose, qui doivent écouter et qui veulent se reconvertir, parce que j'en ai déjà eu qui m'ont écrit. Donc, Mhm, je pense que ça donne une autre manière de voir les choses. Et mhm. puis, bon, de toute manière, on sait où on peut te retrouver sur les réseaux Oui, sociaux. c'est pas compliqué. Et puis merci Benoît, merci d'avoir répondu présent. Avec grand plaisir. Merci à toi. Au plaisir.